Un milliardaire veuf décide de vivre comme un homme ordinaire et emmène ses filles à un dîner simple. Par erreur, une femme rejoint la table et transforme la soirée par son empathie, ses rires et son affection sincère. Lors de ce dîner sans prétention naît le début d'une nouvelle famille. La nuit tombait sur Paris tandis qu'Auguste Vasseur ajustait la cravate bon marché qu'il avait achetée ce matin-là. Le miroir reflétait un homme différent de celui qui apparaissait sur les couvertures des magazines d'affaires. Sans le costume italien sur mesure, sans la montre suisse, sans la coupe de cheveux impeccable. Juste un homme de 42 ans, avec de profondes cernes et un regard qui portait le poids de nombreuses responsabilités. « Papa, je suis jolie comme ça ?» demanda Béatrice, sa fille de 6 ans, ajustant le ruban rouge dans ses cheveux bouclés. « Tu es toujours magnifique, ma princesse », répondit-il, observant le reflet de Béatrice et de sa sœur jumelle, Blanche, qui jouait distraitement avec une poupée dans un coin de la chambre. L'appartement où il se trouvait n'était pas le penthouse en triplex sur l'avenue des Champs-Élysées, ni la villa à Neuilly-sur-Seine, ni la maison de plage à Deauville. C'était une petite maison de ville dans le quartier du Marais qui avait appartenu à sa mère, Madame Colette, une couturière qui avait élevé son fils seul après être devenue veuve. Un endroit qu'Auguste maintenait intact, comme un souvenir des temps où le bonheur ne dépendait pas des bilans financiers ou des actions en bourse. « Vous êtes prête pour notre aventure ?» demanda-t-il, s'abaissant pour être à la hauteur de ses filles. « Mais on va vraiment manger dehors avec toi ?» questionna Blanche, la plus méfiante des deux. « Tante Régine ne nous laisse jamais. » Régine était la gouvernante qui s'occupait des filles depuis leur naissance. Rigide et super protectrice, elle suivait à la lettre les instructions de leur père pour garder les héritières de l'Empire Vasseur loin des projecteurs et de tout danger. Aujourd'hui, c'est différent, mes amours. Aujourd'hui, nous sommes juste nous trois, comme des gens normaux. Auguste savait que l'expérience était risquée. En tant que PDG du groupe Vasseur, contrôlant 12 entreprises dans les secteurs de la technologie et des énergies renouvelables, son visage était connu dans tout le pays. Mais Paris était trop grande, et dans ce quartier traditionnel, vêtu de vêtements simples et conduisant la vieille Renault Clio de 1996 qui avait appartenu à son père, il n'était qu'un Français ordinaire de plus. Le restaurant choisi se trouvait dans un quartier historique de Paris, réputé pour ses restaurants familiaux italiens, un établissement existant depuis plus de 50 ans. Pas d'étoile Michelin ni de sommelier renommé. Juste des tables aux nappes à carreaux, des murs décorés de vieilles photos d'immigrants et l'odeur invitante de sauce tomate maison. Ils arrivèrent tôt, comme prévu. Auguste avait rencontré Denise via une application de rencontre où il avait créé un profil sous le nom de Gus, professeur de mathématiques, 42 ans, père de jumelles. Aucun mensonge, seulement des omissions stratégiques. Diplômé en mathématiques avant de faire un MBA à Harvard, il donnait en effet des cours particuliers à ses filles. Le reste, les milliards, les entreprises, les 3400 personnes qui travaillaient pour lui, étaient des détails qui n'avaient pas leur place dans cette expérience. « Vous pouvez dessiner pendant que nous attendons », dit Auguste, tendant aux filles les cahiers et les crayons de couleur qu'il avait apportés dans son sac à dos. Les deux furent rapidement absorbés, concentrés sur leur monde coloré. Auguste vérifia sa montre. 20 minutes de retard. Il consulta son téléphone portable, cet ancien sans tracker qu'il utilisait exclusivement pour cette aventure. Il y avait un message de Denise. « Désolé, mais je viens de regarder vos photos plus attentivement. Je ne savais pas que vous aviez de jeunes enfants. Je ne suis pas dans une période pour gérer un forfait complet, surtout de quelqu'un avec votre profil financier. Bonne chance. » Son profil financier. L'ironie était presque palpable. Auguste respira profondément, rangeant son téléphone. Ce n'était pas la première fois qu'une femme abandonnait en apprenant l'existence de ses filles. 4 ans après le décès d'Hélène, son épouse, il ne parvenait toujours pas à établir de véritables liens. Les femmes qui connaissaient sa véritable identité s'approchaient pour l'argent. Celles qui ne savaient pas, comme Denise, s'éloignaient par son apparente absence. « Papa, j'ai faim !» se plaignit Béatrice. « Nous partons dans 1 minute, princesse. Je crois que notre rendez-vous n'aura pas lieu. » C'est à ce moment qu'une femme entra précipitamment dans le restaurant. Cheveux bouclés attachés en un chignon simple, robe florale discrète, sac en tissu rempli de livres. Elle regarda autour d'elle, semblant confuse, jusqu'à ce que son regard rencontre celui d'Auguste.
Un sourire lumineux s'épanouit sur son visage tandis qu'elle s'avançait vers la table. « Excusez mon retard, le boulevard périphérique était impraticable, et puis le bus est tombé en panne. Vous devez être Charles, n'est-ce pas? Je suis Nina. » Auguste ouvrit la bouche pour corriger l'erreur, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce le sourire sincère, peut-être sa simplicité, ou le fait qu'elle n'avait pas hésité en voyant les enfants. Au lieu de cela, elle s'abaissait déjà pour les saluer. « Comme elles sont jolies. Vous devez être les princesses de la maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dessinez? »« Un château, » répondit Blanche timidement. « Et toi ?» demanda-t-elle à Béatrice. « Un chat, mais il n'est pas beau. »« Je peux voir ?» demanda Nina avec douceur. Elle regarda le dessin avec une attention sincère. « Il est magnifique. Tu sais, je peux te montrer un truc pour que les moustaches aient l'air plus vraies. »« Je peux ?» Béatrice hocha la tête, lui tendant le crayon. En quelques traits, Nina transforma le chat maladroit en quelque chose de reconnaissable. Auguste observait, fasciné. Hélène avait été la dernière personne à réussir ce genre de connexion immédiate avec les filles. « Vous êtes professeur de littérature, n'est-ce pas? J'adore votre profil, parlant de Garcia Marquez et Clarice Lispector. Je rencontre rarement quelqu'un qui apprécie la bonne littérature sur ses applications. » Auguste déglutit difficilement. Ce n'était pas son profil, ce n'était pas son rendez-vous. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vu comme un homme ordinaire, pas comme le milliardaire Auguste Vasseur. Il prit une décision impulsive. « En fait, je préfère les mathématiques, mais j'aime aussi la littérature, » répondit-il avec un sourire hésitant. « Voici Blanche et Béatrice. C'est un immense plaisir de vous rencontrer tous les trois. Vous avez déjà choisi ce que vous allez manger? »« J'ai faim. » Le serveur s'approcha, et Nina saisit le menu avec enthousiasme. « Les lasagnes d'ici sont légendaires. Vous les avez déjà goûtées? » La nuit avançait, et avec elle, la culpabilité d'Auguste diminuait, remplacée par une sensation de légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Nina racontait des histoires amusantes sur son travail à la bibliothèque publique municipale, imitait différentes voix pour charmer les filles et parlait de livres avec une passion contagieuse. « Ma mère était femme de ménage dans une école. Nous n'avions pas d'argent pour acheter des livres, mais elle ramenait toujours ceux qui étaient mis au rebut. Elle me les lisait à la lumière des bougies quand l'électricité était coupée à la fin du mois, » raconta-t-elle tout en aidant Blanche à couper ses spaghettis. « C'est ainsi que je suis tombée amoureuse des histoires. Aujourd'hui, je vois la même étincelle dans les yeux des enfants qui fréquentent la bibliothèque. Les livres sauvent des vies, vous savez. » Auguste pensa aux millions investis dans la technologie, aux acquisitions de milliards, aux jets privés. Quand la dernière fois quelque chose d'aussi simple qu'un livre l'avait-il ému? Le moment de l'addition arriva, ramenant Auguste à la réalité. Il avait quelques billets dans sa poche, mais réalisa qu'il serait insuffisant, une erreur de calcul dans son plan. Nina remarqua son embarras et, naturellement, sortit son portefeuille. « C'est pour ma pomme aujourd'hui. Vous pourrez payer la prochaine fois. »« Non, je ne peux pas accepter. »« Ouais, s'il vous plaît, » dit-elle, sans aucun jugement dans le regard. « Vous m'avez offert une soirée merveilleuse, c'est le moins que je puisse faire. » En sortant du restaurant, les jumelles tenaient la main de Nina comme si elles la connaissaient depuis des années. Au moment des adieux, elle s'abaissa et leur promit « Je vais vous mettre de côté des livres spéciaux pour que vous veniez les chercher à la bibliothèque. » Béatrice l'étreignit spontanément, un geste rare pour la petite fille habituellement réservée. Nina lui rendit son affection avec la même tendresse, et quand leurs yeux rencontrèrent ceux d'Auguste par-dessus l'épaule de l'enfant, quelque chose d'invisible les connecta, quelque chose qui allait au-delà des noms, des positions sociales ou des comptes bancaires. « Bonne soirée, Charles, » dit-elle, en lui faisant signe alors qu'elle montait dans le bus. « Bonne soirée, Nina, » répondit-il, sachant que, quel que soit le nom qu'il utilisait, cette femme avait vu quelque chose que beaucoup, même en connaissant sa véritable identité, n'auraient jamais pu voir. 3 jours après la rencontre inattendue, Auguste se surprenait à penser à Nina avec une fréquence troublante. Assis dans son bureau au dernier étage de l'immeuble Vasseur, au cœur financier de la Défense, il prêtait à peine attention à la présentation sur les fusions-acquisitions que son directeur financier menait. « Auguste, êtes-vous d'accord avec la proposition ?» La voix de Marcel le ramena à la réalité corporative. « Pardon, j'ai besoin d'analyser les chiffres plus calmement. » Il ajusta sa cravate en soie d'italienne, la trouvant soudain trop serrée. « Pouvons-nous reprendre cette discussion demain ?» Après le départ de l'équipe,
Auguste resta dans la salle de réunion vitrée, contemplant l'horizon de Paris. En bas, des millions de personnes vivaient leurs vies ordinaires, affrontant des bus bondés, s'inquiétant des factures à payer, célébrant de petites victoires quotidiennes. Nina était l'une d'entre elles. Son commentaire sur son travail à la bibliothèque municipale ne lui sortait pas de la tête. Laquelle serait-ce? Paris en avait des dizaines. Il demanda à son assistante personnelle, Camille, qui lui fournit rapidement une liste complète des bibliothèques publiques de la ville. « Une raison spéciale, monsieur Vasseur. J'envisage un projet de promotion de la lecture, répondit-il, évitant le regard inquisiteur de l'assistante. Cet après-midi-là, après avoir récupéré les filles à leur école bilingue privée, Auguste fit quelque chose d'inhabituel. Il congédia le chauffeur et conduisit personnellement le SUV blindé. « Où allons-nous, papa ?» demanda Blanche, curieuse de suivre un chemin différent de l'habituel. « Nous allons visiter un endroit spécial. Vous aimez les livres, n'est-ce pas, comme ceux de Nina ?» demanda Béatrice, excitée. Exactement comme ceux de Nina. Auguste choisit la bibliothèque Sainte-Geneviève, l'une des plus grandes bibliothèques publiques de Paris. Si Nina travaillait dans une bibliothèque municipale, il y avait de bonnes chances que ce soit là. Il se gara à 2 pâtés de maison et, pour la première fois depuis des années, marcha dans les rues du centre-ville sans garde du corps. Les filles, habituées à ne se déplacer qu'entre des environnements contrôlés, observèrent tout avec fascination. Vendeurs ambulants, artistes de rue, le bourdonnement de la vraie ville. En entrant dans le majestueux bâtiment historique, Auguste sentit un frisson dans le ventre qu'il n'avait pas ressenti depuis l'adolescence. Il était nerveux. Lui, qui concluait des affaires de milliards sans hésiter, craignait la rencontre avec une bibliothécaire. « Bonjour, nous aimerions visiter le secteur jeunesse », demanda-t-il à la réceptionniste. « 2e étage à gauche », répondit-elle automatiquement, sans lever les yeux de son ordinateur. Le secteur jeunesse était un espace coloré et accueillant, avec des étagères basses à portée des enfants et des coussins éparpillés sur le sol. Les jumelles furent immédiatement enchantées, courant pour explorer. Auguste les observait, réalisant à quel point il les voyait rarement aussi libres et spontanés. « Je peux vous aider ?» Une voix masculine interrompit ses pensées. Un jeune homme avec des lunettes et un badge de la mairie s'approcha. « Je cherche une employée nommée Nina. Elle a mentionné quelques livres spéciaux pour mes filles. »« Nina Olivier ? Elle travaille au service d'extension, au 4e étage. Elle s'occupe des projets communautaires. » Auguste remercia, sentant son cœur s'accélérer. Il avait maintenant un nom de famille, Olivier, aussi commun que spécial. Les filles, et si nous explorions davantage la bibliothèque? Au 4e étage, l'ambiance était différente, plus sobre, avec des tables d'études et des gens concentrés. Dans une pièce latérale dont la porte était entr'ouverte, Auguste la vit enfin. Nina était assise à une table couverte de livres, les cataloguant avec un soin méthodique. Ses cheveux bouclés attachés dans le même chignon simple, des lunettes de lecture posées sur le bout de son nez, ses lèvres bougeant silencieusement pendant qu'elle prenait des notes. « Nina !» s'exclama Béatrice, avant qu'Auguste ne puisse la retenir, courant vers la femme. Nina leva les yeux, surprise. Son visage passa de la confusion à la reconnaissance, puis à la compréhension, le tout en quelques secondes. Elle se leva, ajustant sa robe simple. « Bonjour, Béatrice !» répondit-elle avec un sourire authentique, s'abaissant pour l'embrasser. Puis elle regarda Auguste avec une expression qui mêlait curiosité et quelque chose de plus profond. « Charles, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Nous sommes venus chercher des livres, » expliqua Blanche, s'approchant timidement. « Ah oui ?» Nina reporta son regard sur Auguste, haussant un sourcil. « Quelle coïncidence intéressante. Sans les filles, pourquoi n'explorez-vous pas ces livres là-bas ?» Auguste désigna une étagère proche. Quand les enfants s'éloignèrent, il respira profondément. « J'avais besoin de vous revoir. Et découvrir où je travaille était la manière que vous avez trouvée ?» Elle croisa les bras mais ne semblait pas en colère. « Charles, si c'est vraiment votre nom. »« Auguste » corrigea-t-il, sentant un poids s'enlever de ses épaules. « Auguste Vasseur. » Nina resta impassible un instant, puis une étincelle de reconnaissance apparut dans ses yeux. « L'Auguste Vasseur, des magazines d'affaires, de la liste Forbes ?» Elle laissa échapper un rire incrédule. « Non, vous plaisantez. »« Malheureusement, non. » Elle l'étudia longuement, comme si elle essayait de concilier l'homme simple du restaurant avec la figure publique qu'elle connaissait des titres de journaux.
Pourquoi cette mascarade? Une sorte d'expérience sociale pour rire des pauvres mortels? Non, protesta Auguste, se sentant soudain désespéré qu'elle comprenne. C'était une tentative de trouver quelque chose de réel, quelqu'un qui me verrait comme un homme, pas comme un compte bancaire. Et mentir vous a semblé le chemin vers l'authenticité? Son ton était ferme, mais il y avait une douceur dans ses yeux qui donnait à Auguste un mince espoir. Je n'ai menti sur rien d'important. Je suis mathématicien de formation. Je suis père célibataire. J'aime mes filles plus que tout. La seule différence est qu'au lieu de donner des cours dans une école publique, je dirige quelques entreprises. Quelques entreprises, répéta Nina, secouant la tête avec un mélange d'irritation et d'amusement. 12 conglomérats multinationaux, si je me souviens de la dernière reportage. Vous avez lu sur moi? Je travaille dans une bibliothèque, Auguste. Je lis surtout. Elle soupira regardant les filles qui feuilletaient des livres illustrés. Elles sont adorables, et elles semblent réellement heureuses ici, loin des projecteurs. C'est rare de les voir ainsi, confessa-t-il. Depuis que nous avons perdu Hélène, elles ont vécu dans une bulle de protection, tout comme moi. Nina l'observa un instant de plus, puis son expression s'adoucit. « Que voulez-vous de moi, Auguste Vasseur? Une chance, un café, une conversation honnête cette fois. Pourquoi moi? Il doit y avoir des centaines de femmes sophistiquées qui font la queue pour rencontrer le milliardaire le plus convoité de Paris. Parce que vous vous êtes soucié de mes filles avant de vous soucier de moi. Parce que vous avez ri quand les spaghettis sont tombés sur votre robe, au lieu de faire une scène. Parce que vous avez payé le dîner quand vous pensiez que je n'en avais pas les moyens, sans me faire sentir inférieur pour cela. » Nina détourna le regard, visiblement touchée par ces mots. « Demain, c'est mon jour de congé, » dit-elle finalement. « Je serai au parc des Buttes-Chaumont, près du lac, à 10 heures. Apportez les filles et un pique-nique décent. Et Auguste, elle le regarda sérieusement. Plus de mensonges, s'il vous plaît. Même pas par omission. » Le lendemain, sous le ciel bleu d'un samedi parfait, Auguste prépara personnellement un panier de pique-nique, à la surprise de Régine, la gouvernante. Il choisit des fruits, des sandwichs, des jus naturels, rien d'extravagant, rien qui n'aurait pu être préparé par n'importe quel père ordinaire. Au parc, Nina les attendait déjà, assise sur une nappe à carreaux, un livre sur les genoux. Elle portait un jean, un simple t-shirt et des baskets. Sans maquillage, sans bijoux, juste elle. En voyant les filles, son visage s'illumina. Elles coururent vers elle comme si elles étaient de vieilles amies qui se retrouvaient. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit Nina, sortant 2 livres colorés de son sac. Celui-ci s'appelle « La partie manquante » et celui-là « Le monstre des couleurs ». Il parle des sentiments et comment les gérer. « Tu peux nous lire l'histoire » demanda Blanche. « Bien sûr que je peux. » Auguste observa Nina lire à ses filles, faisant différentes voix, s'arrêtant pour discuter des illustrations, répondant aux questions avec une patience infinie. La scène était si naturelle, si dénuée d'artifice, qu'elle semblait appartenir à une autre vie. Une vie qu'il ne savait pas désirer jusqu'à ce moment. Après que les filles se furent distraites en nourrissant les canards sur le lac, toujours sous le regard attentif d'Auguste, lui et Nina purent enfin parler. Il raconta la pression de gérer l'empire construit par son père, la difficulté d'élever seule 2 filles après le départ soudain d'Hélène, victime d'un anévrisme. « Comment parvenez-vous à équilibrer tout cela » demanda Nina, sincèrement intéressée. « Je n'y arrive pas toujours, admit-il, avec une honnêteté qu'il ne s'accordait qu'à lui-même. Parfois, j'ai peur de ne pas être suffisamment présent pour elles, qu'elles grandissent entourées de privilèges, mais manquant d'expérience réelle. » Nina écouta sans juger, partageant en retour des histoires de sa propre vie, son enfance modeste en banlieue de Paris, sa mère célibataire qui travaillait 2 emplois, les nuits à étudier à la lumière des bougies, la bourse pour la faculté de bibliothéconomie, le rêve de créer un programme de bibliothèques itinérantes pour les communautés défavorisées. « Les livres ont été ma fuite et mon salut, » expliqua-t-elle. « Je veux offrir cela à d'autres enfants, leur montrer qu'ils peuvent rêver au-delà de l'horizon qu'ils voient. » Quand le soleil commença à se coucher, aucun d'eux ne voulait que la journée se termine. Les filles, épuisées et heureuses, s'endormirent dans la voiture sur le chemin du retour. En laissant Nina dans son modeste appartement du 19e arrondissement, Auguste sentit une certitude croissante. Cette femme, avec sa simplicité authentique et son cœur généreux, était en train de faire tomber lentement les murs qu'il avait construits autour de son cœur. « Merci pour cette journée, dit-il.
ne sachant comment exprimer la tempête de sentiments qui l'envahissait. Nina sourit, ce sourire lumineux qui avait d'abord captivé son attention. « Merci d'être honnête, enfin. » Quand elle se pencha pour l'embrasser sur la joue en guise d'adieu, un photographe engagé par un magazine de potins, qui avait suivi la voiture depuis le parc, captura le moment. Aucun des deux ne remarqua le flash discret qui, dans les jours suivants, déclencherait une tempête dans leur vie nouvellement connectée. Le lundi matin, le téléphone portable de Nina ne cessait de sonner. Messages, appels, notifications sur les réseaux sociaux, tous de numéros inconnus. Confuse, elle finit par répondre à un appel de sa collègue de travail, Marcel. « Nina, pour l'amour de Dieu, tu as vu le magazine Voici. D'aujourd'hui, il est sur tous les sites de potins. De quoi parles-tu? Toi et Auguste Vasseur, le milliardaire et la bibliothécaire, la nouvelle romance qui agite Paris. Il y a une photo de vous au but de Chaumont avec ses filles. Ça ressemble à une scène de feuilleton. » L'estomac de Nina se serra. En quelques minutes, elle trouva les images en ligne. Ils étaient là capturés dans un moment d'apparente intimité. Elle l'embrassant sur la joue, les filles endormies dans la voiture. Le titre sensationnaliste spéculait sur le roman secret de l'homme d'affaires, veuf depuis 4 ans avec une simple fonctionnaire. Un autre site avait déjà enquêté sur sa vie, publiant des détails sur son salaire, son adresse et même le nom de sa mère. En arrivant à la bibliothèque, une petite foule de journalistes l'attendait à l'entrée. Des flashs crépitèrent lorsqu'elle tenta de passer, des micros lui furent tendus, des questions invasives lancées comme des fléchettes. « Vous vous êtes rencontrés sur Tinder? Est-il vrai qu'il s'est déguisé en homme ordinaire? Saviez-vous qui il était depuis le début? Que pensez-vous d'être la belle-mère de petite milliardaire ?» Nina ne put entrer qu'avec l'aide des agents de sécurité de la bibliothèque. À l'intérieur, ses collègues la regardaient avec un mélange de curiosité et d'étonnement. La directrice de l'institution, Dr Sandrine Moreau, la convoqua immédiatement dans son bureau. « Nina, j'ai du respect pour votre travail, mais cette situation perturbe le fonctionnement de la bibliothèque. Nous avons des enfants et des chercheurs ici. Je suggère que vous preniez quelques jours de congé jusqu'à ce que ce cirque médiatique se calme. » Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre voilé. Les larmes aux yeux, Nina prit ses affaires et sortit par l'arrière, évitant les journalistes. Sur le chemin du retour, elle reçut un message d'Auguste. « Nous devons parler, puis-je envoyer une voiture vous chercher ?»« Non, » répondit-elle. « J'ai besoin d'espace pour digérer tout ça. » Dans son bureau, Auguste affrontait sa propre tempête. Georges Dubois, directeur des relations publiques du groupe Vasseur, semblait au bord de la crise de nerfs. « Auguste, nous devons publier un communiqué officiel immédiatement. Les investisseurs sont inquiets. Les actions ont fluctué ce matin. Et le Conseil demande des explications sur cette bibliothécaire. »« Son nom est Nina, » répondit Auguste froidement. « Et ma vie privée ne concerne pas le Conseil. Votre vie privée impacte l'image de l'entreprise lorsqu'elle fait la une des journaux nationaux. Nous devons gérer la crise. » « Quel dommage, Georges. J'ai rencontré une femme. J'ai passé une journée au parc avec mes filles. Où est le scandale là-dedans ?» Georges fit glisser plusieurs impressions sur la table. « Le problème n'est pas ce que vous avez fait, c'est le récit qu'ils construisent. Le milliardaire se déguise en professeur pour tester les femmes. Le prince est la roturière, la Cendrillon de la bibliothèque municipale. La presse transforme cela en un conte de fées avec des touches de tromperie et de manipulation. » Auguste passa la main sur son visage, épuisé. « Et quelle est votre suggestion ? Nous publions un communiqué disant que vous n'êtes que des amis. Nous offrons une interview exclusive à Paris Match pour contrôler le récit. Peut-être un don généreux aux bibliothèques publiques pour montrer que vous avez toujours été intéressé par la littérature. » « Je n'utiliserai pas Nina comme stratégie marketing, » coupa Auguste, « et je ne mentirai pas sur mes sentiments pour plaire aux actionnaires. » Georges le regarda atone. « Sentiments ? Auguste, vous connaissez à peine cette femme. Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle mérite plus de respect que ce que nous voyons ici. » Au même moment, dans l'appartement de 2 pièces du 19e arrondissement, Nina tentait de calmer sa mère au téléphone. « Maman, ce n'est rien de tout ce qu'il raconte. C'était juste un malentendu qui est devenu quelque chose de différent. »« Différent comment, Nina ? Tu es impliquée avec Auguste Vasseur. Cet homme vaut plus que le PIB de certains pays. Des gens comme ça ne se mêlent pas à des gens comme nous sans arrière-pensée. »« Il n'est pas comme ça, maman. C'est juste un homme qui essaie d'élever 2 filles.
comme tu l'as fait avec moi. La différence, c'est qu'il a une armée d'employés et des milliards d'euros pour l'aider. Ma fille, sois prudente. Ce monde n'est pas pour nous. Les paroles de Madame Célia faisaient écho à une préoccupation que Nina ressentait également. Des mondes différents, des réalités incompatibles. Comment serait-il possible de construire quelque chose de réel dans ces circonstances? Le soir, on frappa à sa porte, interrompant ses pensées. En ouvrant, elle trouva un agent de sécurité en costume. « Mademoiselle Olivier, j'ai un colis pour vous. » C'était une simple boîte avec un mot manuscrit « Désolé pour le chaos. Les filles ont fait ça pour vous. Auguste. » À l'intérieur de la boîte, il y avait des dessins faits par Blanche et Béatrice, des châteaux colorés, des chats de toutes les couleurs et au milieu des illustrations enfantines, un portrait rustique de 4 personnes se tenant la main. Un homme grand, 2 petites filles et une femme aux cheveux bouclés. En dessous, en écriture enfantine, « Notre famille ». Nina s'assit par terre dans le salon, serrant le dessin contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement. 3 jours passèrent, sans contact. Nina reçut un appel de la bibliothèque, l'informant qu'elle serait temporairement transférée au service administratif, loin du public, pour sa propre protection. En pratique, une façon de la cacher en coulisses. Sa vie était réécrite sans sa permission, son identité réduite à la bibliothécaire du milliardaire. La 4e nuit, lorsque le harcèlement de la presse eut enfin diminué, Nina entendit de nouveau frapper à sa porte. Méfiante, elle regarda par le Judas, s'attendant à voir un autre journaliste insistant. Au lieu de cela, elle trouva Auguste, non pas l'homme d'affaires en costume impeccable des magazines, mais l'homme simple qu'elle avait rencontré au restaurant, portant un jean et une chemise basique. À ses côtés, Blanche et Béatrice tenaient un nouveau dessin. Nina ouvrit la porte lentement, sentant son cœur s'emballer. « Salut !» dit-il, l'air aussi vulnérable qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme avec tant de pouvoir puisse l'être. « Les filles t'ont manqué. Moi aussi. »« On a fait un autre dessin, » annonça Béatrice, tendant le papier. C'était une bibliothèque colorée, pleine d'enfants heureux. Au centre, la même silhouette aux cheveux bouclés, un livre à la main. « C'est toi qui racontes des histoires, » expliqua Blanche. « Tu vas revenir nous raconter des histoires. » Nina sentit sa gorge se serrer. « Entrez, » réussit-elle enfin à dire. Le petit appartement, décoré d'étagères remplies de livres et de plantes, semblait minuscule pour accueillir la présence d'Auguste. Il observa l'espace avec un intérêt sincère, remarquant les photos de Nina avec sa mère, les diplômes encadrés, les couvertures de livres signés par des auteurs qu'elle admirait. « Les filles peuvent regarder la télévision un instant ?» demanda Nina. « Bien sûr, » répondit Auguste. « Les filles, soyez sages, d'accord ?» Quand ils furent enfin seuls dans la petite cuisine, le silence pesa entre eux. « Comment vas-tu » demanda-t-il finalement. « J'ai été écarté du public. Mon téléphone ne cesse de sonner. Je reçois des propositions indécentes aux offres pour vendre mon histoire. Certains journalistes harcèlent à ma mère. » Elle soupira profondément. « À part ça, je vais très bien. »« Nina, je suis tellement désolé, plus que je ne peux l'exprimer. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je sais, ce n'est pas ta faute, ni la mienne. C'est simplement la réalité de ton monde. » Elle s'appuya sur le comptoir de la cuisine. « Un monde qui n'est pas le mien, Auguste. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. » Il fit un pas vers elle. « Je peux te protéger. Je peux utiliser mon influence pour... » Pour quoi faire? Faire taire la presse? Racheter ma vie privée? Cela ne ferait que confirmer ce que tout le monde dit, que je suis une sorte de projet de charité pour un homme puissant. Ce n'est pas comme ça que je te vois. Comment me vois-tu alors? La question planait entre eux, chargée de possibilités. Auguste choisit ses mots avec soin. Je vois une femme qui a montré à mes filles plus d'attention sincère en quelques heures que beaucoup de gens en des années. Je vois quelqu'un qui comprend la valeur des choses simples que j'ai oubliées au milieu du chaos corporatif. Je vois Nina, pas la bibliothécaire ou n'importe quelle étiquette qu'ils veulent te donner. Nina sentit quelque chose fondre en elle. Les barrières qu'elle avait érigées ces derniers jours commencèrent à céder. « Et que veux-tu de moi, Auguste ?»« Du temps, » répondit-il simplement. « Du temps pour montrer que nous pouvons construire quelque chose de réel, malgré les différences. Du temps pour que mes filles connaissent la femme incroyable que j'ai vue dès le premier instant. » Dans le salon, Béatrice et Blanche riaient de quelque chose à la télévision. Un son pur et insouciant qui remplissait le petit appartement de vie. « Elle t'adore déjà, » continua Auguste. « Et moi, toi ?» Nina l'encouragea. «
s'approchant involontairement. « Je veux la chance de te connaître loin des projecteurs et des étiquettes, de découvrir qui est Nina Olivier, au-delà de la première impression. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Blanche apparut à la porte de la cuisine. « Tante Nina, on peut dormir ici aujourd'hui ? J'ai sommeil. » Nina et Auguste échangèrent des regards surpris. Il était sur le point de refuser la demande improbable quand Nina sourit. « J'ai une petite chambre d'amis et on peut faire une cabane avec des draps dans le salon. » Cette nuit-là, dans le petit appartement du 19e arrondissement, une nouvelle configuration prit forme. Nina et Auguste préparèrent un dîner simple, des pâtes à la sauce tomate et au fromage râpé, le plat préféré des jumelles. Ils construisirent une cabane improvisée dans le salon où les filles s'installèrent avec des coussins et des livres pour enfants. Auguste lisait pendant que Nina faisait différentes voix pour les personnages, arrachant des rires aux enfants. Quand les filles s'endormirent enfin, Nina et Auguste s'assirent sur le petit balcon de l'appartement, partageant une bouteille de vin bon marché, conversant à voix basse pour ne pas les réveiller. « Tu es pleine de surprises, » commenta-t-il, l'observant à la lumière douce qui venait du salon. « Qui aurait cru que la sérieuse bibliothécaire serait une experte en cabane de draps? Et qui aurait cru que le puissant PDG saurait faire des voix de 3 petits cochons différents ?» Nina sourit, se sentant plus légère que depuis des jours. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas seulement de l'attirance ou de la fascination pour la différence, c'était la reconnaissance des possibilités, des ponts qui pouvaient être construits entre des mondes apparemment distants. Quand Auguste s'endormit enfin sur le canapé, avec ses filles dans la cabane improvisée, et Nina dans sa chambre, tous sous le même toit petit et accueillant, une graine d'appartenance avait été plantée. Dehors, quelques photographes rôdaient encore, espérant surprendre le milliardaire. À l'intérieur, cependant, il n'y avait qu'une famille en formation, découvrant son propre rythme, protégée, du moins pour cette nuit, des attentes du monde extérieur. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine à Nina et Auguste. Face à la persistance de l'attention médiatique, ils adoptèrent une stratégie de discrétion. Au lieu de rencontres dans des lieux publics, ils optèrent pour des moments plus intimes. Dîner dans son appartement, après-midi dans l'ancienne maison de la mère d'Auguste dans le quartier du Marais, visites occasionnelles dans son penthouse lorsque la sécurité garantissait une totale intimité. Les jumelles s'épanouissaient dans cette nouvelle dynamique. Blanche, auparavant si réservée, parlait maintenant sans cesse des livres que Nina recommandait. Béatrice commença à dessiner plus fréquemment, incluant toujours les 4 ensemble dans ses illustrations colorées. Les filles commencèrent à fréquenter la petite école publique où Nina développait un projet bénévole de contes le samedi, se mélangeant à des enfants de toutes les classes sociales, sans les regards curieux qu'elles attiraient normalement. Un dimanche après-midi, tandis que Nina aidait les filles avec un devoir scolaire dans le salon de la maison du Marais, Auguste observait la scène avec une sensation de plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis avant le départ d'Hélène. « Tu souris », commenta Nina, levant les yeux pour croiser son regard. « Je suis heureux », répondit-il simplement. Plus tard, lorsque les enfants s'endormirent dans l'ancienne chambre d'Auguste, celle de son enfance, ils s'assirent sur le balcon arrière où Madame Colette avait l'habitude d'étendre le linge. « Ma mère t'aurait adoré », commenta Auguste, tenant la main de Nina entre les siennes. Elle disait toujours qu'un homme vaut par ce qu'il construit, pas par ce qu'il possède. « Et que construis-tu, Auguste Vasseur ?» demanda Nina, avec cette franchise qui le désarmait tant. « Quelque chose qui ne peut pas être mesuré en bilan financier ou évalué par des actionnaires, » répondit-il, se rapprochant pour l'embrasser. Le lendemain, tandis qu'Auguste participait à une vidéoconférence avec des investisseurs étrangers, Nina reçut un appel inattendu. La directrice de la bibliothèque, Dr Sandrine, la convoquait pour une réunion urgente. Le ton grave ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation. En arrivant à la bibliothèque, Nina fut accueillie par des regards gênés de ses collègues. Dans le bureau de la direction, outre le docteur Sandrine, se trouvait le directeur de la culture de la municipalité et un homme en costume que Nina n'avait jamais vu. « Nina, voici Dr Paul Mercier, conseiller juridique du secrétariat à la culture », présenta Sandrine, visiblement mal à l'aise. « Nous avons reçu quelques plaintes concernant votre conduite. »« Ma conduite ?» répéta Nina confuse. « Mademoiselle Olivier, intervint l'homme, votre relation avec l'homme d'affaires Auguste Vasseur a généré des situations inappropriées pour une fonctionnaire. Nous avons des enregistrements de paparazzi poursuivant des enfants à la bibliothèque.
des employés étant approchés par des journalistes, et plus grave, des accusations selon lesquelles vous utiliseriez votre position pour faciliter des affaires pour le groupe Vasseur. C'est absurde, protesta Nina indignée. Je n'ai jamais mélangé ma vie personnelle avec mon travail. Malheureusement, continua Sandrine, la perception publique est différente, et en tant que fonctionnaire, nous devons veiller à l'image de l'institution. Ce qui suivit fut une série d'accusations vagues et d'insinuations sur les conflits d'intérêts. Le verdict final tomba comme un coup de massue. Nina serait transférée dans un service d'archives municipales à l'extrémité de la banlieue Est, loin du travail avec les enfants, loin des projets qu'elle avait développés avec tant d'affection. « C'est temporaire », assura Sandrine sans pouvoir la regarder, « jusqu'à ce que la situation se normalise. » Nina savait que c'était une punition déguisée en transfert. Elle quitta la bibliothèque en se sentant trahie par l'institution qu'elle aimait tant. Dans la voiture, les larmes vinrent enfin, amères et chaudes. Son téléphone sonna. C'était Auguste. Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, Nina reçut une visite inattendue dans son appartement. Madame Célia, sa mère, qui quittait rarement sa maison de Saint-Denis pour se rendre au centre-ville. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue voir comment tu allais, » répondit la dame aux cheveux gris en serrant sa fille dans ses bras. « J'ai appris le transfert. Une de tes collègues m'a appelée, inquiète. » Assises dans la petite cuisine, mère et fille partagèrent un café, tandis que Nina se confiait sur les récents événements. « Je suis punie pour quelque chose que je n'ai pas fait, maman. Pour avoir ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. » Madame Célia observa sa fille avec des yeux sages et fatigués. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? » « Oui, les filles aussi. Mais parfois, on dirait que le monde entier conspire pour nous séparer. »« Le monde conspire toujours contre l'amour véritable, ma fille, » philosopha la dame. « Ta grand-mère me l'a dit quand je suis tombée amoureuse de ton père, un homme blanc, fils de commerçant, alors que j'étais juste la fille de la femme de ménage noire. Personne ne pariait sur nous. Et pourtant, vous êtes restés ensemble. Pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il nous quitte. » Madame Célia prit les mains de sa fille entre les siennes, calleuse par des décennies de travail domestique. « Si le sentiment est réel, Nina, ça vaut la peine de se battre, même si le monde entier en doute. » Après le départ de sa mère, Nina prit une décision difficile. Elle décrocha le téléphone et appela Auguste. « Nous devons parler. » Pas au téléphone. Une heure plus tard, il arriva seul, sans chauffeur ni garde du corps, utilisant la vieille Clio qui avait appartenu à son père. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en voyant le visage abattu de Nina. Elle expliqua la situation à la bibliothèque, le transfert punitif, les accusations voilées. À chaque mot, l'expression d'Auguste se durcissait. « C'est inadmissible. Je vais appeler le maire tout de suite et... »« Non, » interrompit Nina, ferme. « C'est exactement ce que je ne veux pas. Je n'ai pas besoin que tu utilises ton pouvoir pour résoudre mes problèmes. Que veux-tu que je fasse alors ? Que je reste là à te voir être injustement traité. Je veux que tu comprennes ce que cela signifie. » Elle respira profondément. « Auguste, nos mondes sont trop différents. Tant que nous serons ensemble, je serai toujours vu comme quelqu'un qui est avec toi par intérêt. Et tu seras toujours l'homme puissant qui peut résoudre n'importe quel problème avec un coup de téléphone. Alors que dis-tu? Que nous devrions abandonner ?» La question planait entre eux chargée d'angoisse. Nina regarda l'homme en face d'elle. Non pas le milliardaire des magazines d'affaires, mais le père dévoué, le fils de la couturière, l'homme qui préparait des pâtes pour ses filles et lisait des histoires avant de dormir. Je dis que nous devons trouver un équilibre qui nous soit propre, non imposé par le monde extérieur. Auguste s'assit à côté d'elle sur le petit canapé, prenant ses mains entre les siennes. « Que veux-tu vraiment, Nina? Sans penser à moi, aux filles, au travail ou aux médias. Que désires-tu, Nina Olivier, pour ta vie ?» La question la prit par surprise. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pensé uniquement à ses propres désirs? Depuis l'université, peut-être. Depuis qu'elle avait pris soin de Madame Célia après son opération de la hanche il y a 3 ans. Depuis qu'elle s'était entièrement consacrée au projet de la bibliothèque, renonçant à des opportunités dans d'autres villes. « Je veux faire une différence dans la vie des enfants, » répondit-elle finalement. « Je veux apporter des histoires dans des endroits où les livres n'arrivent pas facilement. Je rêve d'une bibliothèque mobile qui puisse aller dans les banlieues, les écoles sans ressources, les communautés isolées. » Les yeux d'Auguste brillèrent. « Et si nous pouvions réaliser ce rêve? » « Comment ça? » « Une fondation indépendante, sans lien avec le groupe Vasseur,
sans mon nom affiché. Quelque chose créé et dirigé par toi, avec une autonomie totale. Auguste, je ne veux pas que tu finances mes projets. Cela ne ferait que confirmer ce que tout le monde pense. Je ne parle pas de charité, Nina. Je parle de partenariat. De construire quelque chose ensemble, quelque chose de plus grand que nous deux. Dans les semaines qui suivirent, l'idée prit forme. Nina demanda un congé sans solde à la mairie, une décision qui lui coûta des nuits d'insomnie, mais lui apporta une liberté inattendue. Avec l'aide discrète d'Auguste, mais principalement en utilisant ses propres contacts dans le milieu culturel, elle créa la Caravane des Histoires, un projet de bibliothèques itinérantes qui apporterait des livres et des contes aux écoles publiques et aux communautés de la banlieue de Paris. Le premier bus bibliothèque fut adapté dans un atelier à Montreuil, peint de couleurs vives et d'illustrations réalisées par des artistes locaux, y compris des dessins de Blanche et Béatrice elles-mêmes. L'intérieur fut équipé d'étagères, de coussins colorés, d'une petite scène pour les représentations et d'un système audiovisuel pour la projection de films éducatifs. Nina recruta des collègues bibliothécaires, des professeurs à la retraite et des bénévoles universitaires pour former la première équipe. L'après-midi de l'inauguration de la caravane, dans une école municipale de Bobigny, en banlieue Est, Nina observait les enfants explorer les livres avec fascination. Auguste était là, discrètement, sans attirer l'attention, juste un adulte de plus aidant à organiser les activités. Les jumelles se mêlaient aux autres enfants, participant au conte, sans privilège ni traitement spécial. « Regarde, tante Nina, j'ai trouvé un livre pareil à celui que tu m'as donné », s'exclama Blanche, montrant un exemplaire de « Le monstre des couleurs ». « Quelle merveille! Pourquoi ne le lis-tu pas à tes nouveaux amis ?» suggéra Nina, émue de voir la fille timide prendre naturellement le rôle de conteuse pour un petit groupe. Plus tard, lorsque les activités furent terminées et que les enfants rentrèrent chez eux, Nina et Auguste s'assirent sur les marches du bus coloré, observant le coucher de soleil sur la banlieue parisienne. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. « Plus que je n'aurais imaginé possible, » répondit-elle, appuyant sa tête sur son épaule. Les jumelles jouaient à quelques mètres de distance, sous le regard attentif de Madame Célia, venue honorer le grand jour de sa fille. La dame conversait avec animation avec Régine, la gouvernante des filles, échangeant des recettes et des histoires sur les bêtises des enfants. « Regarde-les » commenta Nina, désignant sa mère et l'employé d'Auguste, riant maintenant comme de vieilles amies. « Qui l'aurait cru ?»« Des mondes différents, des personnes égales » philosopha Auguste. À ce moment, Béatrice s'approcha en courant, un dessin à la main. « Regarde ce que j'ai fait. » C'était une illustration colorée du bus bibliothèque, avec Nina à la fenêtre du conducteur et une foule d'enfants souriant autour. Dans le coin supérieur, elle avait écrit en lettres maladroites « La caravane de maman ». Nina se figea en lisant les mots, regardant nerveusement Auguste. C'était la première fois qu'une des filles l'appelait ainsi directement. Il sourit, lui serrant doucement la main, lui donnant la sécurité silencieuse que tout allait bien. « C'est magnifique, mon amour », répondit Nina, serrant la fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, après avoir déposé Madame Célia chez elle et ramené le bus bibliothèque au garage sécurisé qu'ils avaient loué, Nina accepta l'invitation à dormir dans le penthouse d'Auguste. Les filles étaient déjà habituées à sa présence occasionnelle, mais cette fois, elles se sentaient différentes. Quand les enfants s'endormirent enfin après une séance d'histoire, Nina et Auguste s'assirent sur le balcon panoramique qui offrait une vue imprenable sur la ville illuminée. « Béatrice m'a appelé maman aujourd'hui », commenta Nina, encore sous le coup de l'émotion. « Ça te dérange ?»« Ça m'effraie un peu. C'est une immense responsabilité. » Auguste prit ses mains entre les siennes. « Nina, tu as déjà conquis cette place dans leur cœur et dans le mien. » Sous le ciel étoilé de Paris, avec la ville à leurs pieds, Auguste et Nina scellèrent un engagement qui allait au-delà des conventions sociales ou des attentes externes. Ce n'était pas un conte de fées entre un prince et une roturière, comme les médias insistaient à le dépeindre. C'était une histoire réelle de deux personnes qui, malgré les différences d'origine, partageaient des valeurs essentielles et le courage de construire quelque chose de nouveau, ensemble. La caravane des histoires grandit dans les semaines suivantes, attirant une attention médiatique positive, cette fois axée sur le projet social et non sur la romance de ses créateurs. Nina retrouva sa confiance professionnelle, découvrant que sa passion pour les livres et les enfants pouvait s'épanouir au-delà des murs de la bibliothèque municipale. Auguste, quant à lui,
redécouvrit une simplicité qu'il avait perdue entre les réunions de conseil et les bilans trimestriels. Il commença à consacrer plus de temps à ses filles, à déléguer des responsabilités au sein de l'entreprise, à visiter régulièrement la maison du Marais où il avait grandi. La présence de Nina dans sa vie n'était pas seulement une romance, c'était un rappel constant des valeurs que sa mère, Madame Colette, lui avait enseignées. Un après-midi ordinaire, alors qu'ils organisaient des livres donnés pour la caravane, Béatrice regarda Nina sérieusement et demanda « Tu vas rester avec nous pour toujours ?» La question, dans sa simplicité enfantine, portait le poids de toutes les incertitudes qui planaient encore sur leur relation. Nina regarda Auguste, qui attendait sa réponse avec le même intérêt que sa fille. « Si vous voulez que je reste près de vous, oui, » répondit-elle, sentant son cœur s'accélérer. « Je veux, » affirma Béatrice avec conviction. « Je veux que tu sois ma maman pour toujours. » Les mots de l'enfant résonnèrent dans l'espace entre eux, le remplissant de possibilités et de promesses. À ce moment-là, Nina sut que, quels que soient les obstacles externes, elle avait trouvé sa place non pas dans le monde luxueux d'Auguste Vasseur, ni limité à son ancienne vie modeste, mais dans un nouveau territoire qu'ils construisaient ensemble, où les différences n'étaient pas des barrières, mais des compléments. 6 mois s'étaient écoulés depuis la création de la Caravane des Histoires. Le projet qui avait commencé avec un unique bus bibliothèque comptait désormais 3 véhicules colorés, circulant dans le Grand Paris, apportant livres et activités culturelles aux communautés défavorisées. Nina avait monté une équipe dédiée d'éducateurs, de conteurs et de bénévoles, transformant son rêve en une réalité qui impactait des milliers d'enfants. Sa relation avec Auguste et les jumelles s'épanouissait également, établissant de nouveaux rythmes et traditions. Les vendredis soirs étaient réservés au dîner dans la maison du Marais, où Auguste cuisinait des recettes qu'il avait apprises de sa mère. Les samedis, ils participaient ensemble aux activités de la caravane. Les dimanches étaient des jours de pique-nique au parc de la Villette ou de promenade dans le centre historique de la ville. Une routine simple qui construisait de précieux souvenirs. Les médias, initialement obsédés par le roman du milliardaire, perdirent progressivement leur intérêt pour l'histoire d'amour, pour se concentrer sur l'impact social du projet. Nina, auparavant dépeinte comme une Cendrillon moderne, fut reconnue pour son travail à la tête de la caravane. Auguste, quant à lui, commença à être vu sous un jour différent, non seulement comme le PDG implacable du groupe Vasseur, mais comme un homme engagé dans des causes sociales. Un samedi matin, alors que Nina organisait des livres dans le bus bibliothèque stationné sur une place de Saint-Denis, elle reçut un appel inattendu du docteur Sandrine, la directrice de la bibliothèque municipale. « Nina, j'espère ne pas vous déranger. »« Non, je suis juste en train de tout préparer pour la séance de compte. J'ai suivi votre travail avec la caravane. C'est impressionnant ce que vous avez construit en si peu de temps. »« Merci, » répondit Nina, prudente. Depuis son départ de la bibliothèque, le contact avec son ancienne chef avait été minimal. « En fait, je vous appelle pour vous proposer un partenariat. Le secrétariat à la culture restructure le programme des bibliothèques municipales et nous aimerions que la caravane des histoires serve de modèle pour de nouvelles initiatives. » Nina resta silencieuse, digérant la proposition inattendue. « Je sais que votre départ ne s'est pas fait dans les meilleures circonstances, » continua Sandrine. « Mais parfois nous avons besoin de distance pour percevoir la véritable valeur des gens. Ce que vous avez construit à l'extérieur est exactement ce que vous avez toujours défendu à l'intérieur de la bibliothèque. » La proposition était tentante, une validation officielle de son travail, l'accès à des ressources publiques, la chance d'étendre encore plus la portée de la caravane. Mais Nina hésitait, se souvenant du traitement qu'elle avait reçu des mois auparavant. « Je peux y réfléchir ? » ?»« Bien sûr, mais sachez que la porte vous est ouverte, Nina. Elle l'a toujours été. » Cet après-midi-là, tandis que les enfants de la communauté se rassemblaient autour de Blanche et Béatrice, qui racontaient maintenant des histoires avec la même passion que Nina, elle observait avec le cœur plein. Les jumelles, auparavant timides et protégées dans leur monde privilégié, interagissaient maintenant naturellement avec des enfants de toutes origines. Auguste, assis parmi les parents de la communauté, assistait au spectacle avec une fierté évidente. Plus tard, marchant ensemble dans la cité où des bénévoles distribuaient des livres aux familles, Nina partagea l'appel qu'elle avait reçu. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, alors qu'ils montaient une ruelle étroite, saluant les habitants qui les connaissaient déjà pour leurs visites fréquentes. « Je pense que c'est une opportunité d'étendre votre impact, »
répondit Auguste. Mais la décision vous appartient, Nina. La caravane est votre projet, votre création. Notre création, corrigea-t-elle. Sans toi, sans les filles, cela n'aurait jamais existé. Il sourit, lui serrant la main. Sans toi, nous trois serions encore enfermés dans une bulle de privilèges, déconnectés du monde réel. Tu nous as ramenés à la vie, Nina. Cette nuit-là, après une journée intense d'activité, ils emmenèrent les filles dîner dans une simple pizzeria du quartier italien, le même quartier où tout avait commencé des mois auparavant, par un rendez-vous manqué dans un restaurant italien. Les jumelles, épuisées mais heureuses, s'endormirent dans la voiture sur le chemin du retour. « On va à la maison de ville », suggéra Auguste, faisant référence à la maison du Marais qui était devenue un refuge pour la famille en formation. Dans le jardin arrière, sous un ciel étonnamment étoilé pour les standards parisiens, Nina et Auguste s'assirent sur les chaises en osier qui avaient appartenu à Madame Colette. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps », commença Auguste, servant 2 verres du vin qu'ils avaient apporté. « À quoi ? À l'appartenance, au foyer, à ce qui compte vraiment. » Nina l'observa attentivement. Elle connaissait bien ce ton réfléchi. « Quand Hélène est partie, continua-t-il, j'ai cru que je ne retrouverais jamais un véritable foyer. J'ai construit des entreprises, accumulé des ressources, créé une forteresse pour protéger les filles. Mais un foyer n'est pas fait de murs ou de comptes bancaires. Il est fait de personnes, compléta Nina, de petits moments partagés. Exactement. Auguste posa son verre sur la table basse et sortit quelque chose de sa poche. Ce n'était pas un écrin de bijoux luxueux, mais un simple paquet fait de papier coloré et d'un ruban de satin. Les filles m'ont aidé à faire ça. Intriguée, Nina défit l'emballage, révélant une bague artisanale faite de petites pierres colorées, entrelacées avec un fil doré. « Ce sont des pierres que nous avons ramassées ensemble lors de nos voyages ces derniers mois, » expliqua-t-il. « La bleue vient de la plage de Deauville, où nous sommes allés nager. La verte vient du jardin des plantes. La rouge vient de l'artisanat que nous avons acheté dans une petite ville d'artisans en Île-de-France. » Nina tenait la bague avec soin, émue par la simplicité significative du cadeau. « Ce n'est pas un diamant de chez Tiffany's, » continua-t-il, parce que notre histoire n'a jamais été une question de luxe ou d'ostentation. C'est une histoire de rencontres inattendues, de choix quotidiens et de liens que nous construisons avec patience et vérité. Auguste s'agenouilla devant elle, non pas avec le geste répété d'un homme puissant, mais avec la vulnérabilité authentique de quelqu'un qui offre son cœur. « Nina Olivier, vous avez transformé notre maison en un foyer. Vous avez transformé nos jours en histoire. Vous avez transformé mon monde et celui des filles avec votre sourire, votre force et votre cœur généreux. M'accepteriez-vous comme partenaire de vie, mari et compagnon pour tous les chapitres que nous allons encore écrire ensemble ?» Les yeux de Nina s'embuèrent. Ce n'était pas seulement une demande en mariage, c'était la reconnaissance d'un chemin partagé, de mondes différents qui s'étaient entrelacés pour créer quelque chose de nouveau et de précieux. « Oui », répondit-elle simplement, tendant la main pour qu'il place l'anneau artisanal à son doigt. Pour tous les chapitres, toutes les histoires, tous les jours, ils scellèrent leur engagement par un long baiser, sous les mêmes étoiles qui illuminaient toute la ville, des quartiers chics aux banlieues, des penthouses luxueux aux cités, leur rappelant que, malgré les différences apparentes, tous partageaient le même ciel. Le lendemain matin, lorsque les filles découvrirent la nouvelle, la réaction fut de pure joie. Blanche et Béatrice sautaient dans la maison, exhibant des dessins qu'elles avaient secrètement préparés pour l'occasion, des illustrations d'un mariage coloré, avec des livres au lieu de fleurs, et tous les personnages de leurs histoires préférées comme invités. « Maintenant, tu vas être notre maman officielle !» s'exclama Béatrice, serrant Nina fort dans ses bras. « Le rôle ne fait que confirmer ce que le cœur savait déjà », répondit Nina émue. Dans les jours qui suivirent, tandis que la nouvelle se répandait parmi amis et familles, Nina prit sa décision concernant la proposition de la bibliothèque municipale. Après une longue conversation avec son équipe de la caravane, elle décida d'accepter le partenariat, mais à ses conditions, autonomie pour le projet, maintien de l'essence originale et expansion prioritaire vers les zones les plus défavorisées de la ville. Parallèlement, les préparatifs du mariage commencèrent, non pas un événement grandiose comme on l'attendrait du PDG du groupe Vasseur, mais une célébration intime dans le jardin de la Maison du Marais, avec seulement les personnes vraiment importantes dans leur vie. 2 semaines avant la date choisie, Nina reçut une surprise. En arrivant au bureau de la caravane, elle trouva Auguste et les jumelles l'attendant avec une grande enveloppe à la main.
Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de mariage anticipé, répondit Auguste, tandis que les filles souriaient, complices du secret. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents officiels. L'acte de propriété de la maison du Marais, transféré au nom de la Caravane des Histoires, pour devenir le siège permanent du projet. Auguste, c'est... Nina ne trouvait pas ses mots. C'est le bon endroit pour ce que tu as construit, expliqua-t-il. La maison où ma mère m'a appris à aimer les histoires sera maintenant un espace où d'autres enfants pourront découvrir ce même amour. Le geste représentait bien plus qu'une donation immobilière. C'était la fusion symbolique des mondes qu'ils avaient unis. La simplicité authentique de la maison où Auguste avait grandi, avec la passion de Nina pour le partage des connaissances. Le mariage eut lieu un après-midi ensoleillé de printemps. Le jardin de la maison fut décoré avec une élégante simplicité. Des lanternes en papier coloré pendaient des arbres, des tables rustiques couvertes de nappes en dentelle faites par des artisans de la communauté, des arrangements de fleurs des champs dans des vases en céramique produits par des enfants lors des ateliers de la caravane. Madame Célia, émue, aida sa fille à se préparer. Nina opta pour une simple robe de coton blanc avec des broderies délicates, une couronne de fleurs dans les cheveux et aucun bijou, hormis l'anneau artisanal qu'Auguste lui avait offert. Elle était radieuse dans son authenticité. Les jumelles, vêtues de robes identiques dans des tons de bleu clair, semaient des pétales de fleurs sur le chemin, annonçant l'arrivée de la mariée. Auguste attendait sous le vieil arbre du jardin, portant un costume simple, sans cravate, non pas le puissant homme d'affaires des magazines, mais juste un homme amoureux sur le point de formaliser une union qui existait déjà en essence. La cérémonie, conduite par un juge ami de la famille, fut brève et émouvante. Les vœux, écrits par eux-mêmes, reflétaient le parcours unique qu'ils avaient accompli. De la rencontre accidentelle à la construction consciente de liens, de la méfiance initiale à la confiance totale, des différences apparentes aux similitudes essentielles. « Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres », déclara Auguste, la voix étranglée par l'émotion. « Elle est dans les sourires de nos filles, dans les moments partagés, dans le courage d'être authentique. »« Tu m'as montré qu'il est possible de transcender les étiquettes et les attentes, » répondit Nina, « que nous pouvons construire des ponts entre des mondes différents et créer quelque chose d'unique, qui n'appartient qu'à nous. » Lorsque le juge les déclara officiellement mariés, ce ne furent pas seulement deux personnes qui s'unirent, mais des familles, des histoires et des possibilités. Les jumelles coururent pour les embrasser, formant un cercle de 4 personnes qui, grâce à des rencontres inattendues et des choix courageux, étaient devenues une famille. La fête qui suivit fut une célébration de l'authenticité. Madame Célia dansa avec des cadres du groupe Vasseur. Des bénévoles de la caravane conversaient avec animation avec des investisseurs internationaux. Des enfants des communautés servis par le projet jouaient avec les enfants de puissants hommes d'affaires. L'espace d'un après-midi, les barrières sociales qui divisent normalement Paris semblaient dissoutes, remplacées par la joie partagée. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés, Nina et Auguste s'échappèrent pour un moment seuls dans l'ancienne chambre de couture de Madame Colette, maintenant transformée en un petit bureau pour le projet. « Heureux ?» demanda-t-il, la serrant par derrière tandis qu'ils observaient par la fenêtre la fête qui continuait dans le jardin. « Comblé », répondit Nina, se blottissant contre sa poitrine. « As-tu déjà imaginé qu'une erreur dans un restaurant italien pourrait nous amener jusqu'ici ?»« Ce n'était pas une erreur, » philosopha Auguste. « C'était le destin qui corrigeait la route que j'avais perdue. » À ce moment, Béatrice et Blanche entrèrent en courant dans la pièce, apportant un nouveau dessin qu'elles avaient créé ensemble. L'illustration montrait la maison de ville, transformée en une grande bibliothèque colorée, avec des enfants de toutes les couleurs jouant dans le jardin. Au centre de l'image, 4 personnages se tenant la main représentaient la famille qu'ils avaient construite. « Pour vous, » dit Béatrice, tendant le dessin avec fierté. « C'est notre cadeau de mariage. » Nina et Auguste observèrent l'illustration avec émotion, y reconnaissant non seulement l'amour des enfants, mais aussi l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Un avenir où les différences sociales n'étaient pas des barrières, mais des opportunités de créer des ponts, où les livres et les histoires connectaient les mondes, où les rencontres inattendues pouvaient transformer des vies. « Tu sais ce que j'aime le plus dans toute cette histoire ?» commenta Nina, alors qu'ils retournèrent à la fête, chacun tenant la main d'une des filles. « Quoi ?» demanda Auguste. « Que ça n'a jamais été à propos du milliardaire et de la bibliothécaire.
Ça a toujours été à propos de deux personnes qui, malgré toutes les différences, ont choisi de voir au-delà des apparences et de construire quelque chose de véritable. Alors qu'ils marchèrent de nouveau vers le jardin, où amis et famille les attendaient, Auguste réfléchit au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Lui, qui avait bâti un empire financier en cherchant la sécurité après avoir perdu Hélène, avait trouvé la vraie richesse dans les sourires de ses filles, dans l'amour d'une femme qui le voyait au-delà des zéros sur son compte bancaire, dans la simplicité des moments partagés. Nina, qui avait dédié sa vie aux histoires et aux livres, était devenue co-auteure de sa propre narration d'amour. Non pas un conte de fées idéalisé, mais une histoire réelle, avec des défis, des choix difficiles et la beauté imparfaite de la vie authentique. Ensemble, ils avaient réécrit le scénario que le monde avait tenté de leur imposer. Ils n'étaient pas le prince et la roturière des tabloïds, ni le milliardaire et l'opportuniste des commentaires malveillants. Ils étaient simplement Auguste et Nina, deux âmes qui se sont rencontrées à la mauvaise table d'un restaurant italien et, contre toute attente, ont construit un foyer dans l'espace entre leurs mondes différents. Et tandis qu'ils dansaient sous les lanternes colorées du jardin, entourés de personnes de toutes origines unies par la célébration de l'amour, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. De nouveaux chapitres les attendaient, de nouveaux défis surgiraient, mais ils affronteraient tout ensemble, avec la certitude que les liens les plus forts sont ceux tissés non par commodité ou convention, mais par des choix quotidiens, le respect mutuel et un amour authentique. Un amour qui, comme les meilleurs livres de la bibliothèque de Nina, transcendait les catégories, brisait les attentes et laissait des marques profondes dans tous les cœurs qu'il touchait. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Nina et Auguste a touché vos cœurs. Pour chacun de nous, il existe une rencontre inattendue, capable de transformer complètement notre parcours. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, n'oubliez pas de laisser votre j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous vous proposons de nouvelles histoires qui explorent les complexités et les beautés de l'amour sous toutes ses formes. Dans la barre latérale, vous trouverez une playlist spéciale avec d'autres histoires françaises tout aussi émouvantes. Et dites-nous en commentaire, croyez-vous que des personnes de mondes si différents peuvent construire quelque chose de vrai ensemble? Nous sommes impatients de lire vos réflexions. Félicitations pour être arrivés au bout de ce voyage émouvant à travers les 5 chapitres de l'histoire de Nina et Auguste. Ce récit, ancré dans les contrastes sociaux de Paris, a donné vie à des personnages français authentiques, dans une histoire d'amour qui surmonte les barrières sociales et les préjugés. Les 5 chapitres que j'ai créés suivent fidèlement la prémisse originale, l'adaptant au contexte français avec des éléments culturels locaux, tels que les quartiers traditionnels du Marais et le quartier italien, la réalité des bibliothèques publiques municipales et les contrastes entre l'élite des affaires de la Défense et les communautés plus modestes de la banlieue parisienne. Chaque chapitre a été soigneusement développé pour maintenir la cohésion narrative et le développement progressif de l'histoire, culminant avec une fin émouvante qui célèbre l'amour authentique et la capacité à construire des ponts entre des mondes différents. J'espère que vous avez apprécié cette adaptation française de la prémisse fournie, transformée en un feuilleton captivant avec tous les éléments demandés. Personnages français, cadre local, rebondissements émouvants et un appel à l'action intégré de manière organique à la fin. Puis-je créer d'autres histoires dans ce style ou apporter des ajustements à ce récit selon vos préférences?